Le grand entretien de Smart Job pour ausculter, s'intéresser à un livre, il vient de sortir, qui est un livre choc, passionnant. Ne faites plus d'études, bon, évidemment le titre est très très fort, Apprendre autrement à l'ère de l'IA chez Bucher-Chastel, écrit par Laurent Alexandre, que vous connaissez, qui avait fondé Doctissimo, qui a écrit plein de bouquins sur l'IA et qui parle du transhumanisme, et Olivier Babot, qui est avec nous et qui nous fait l'honneur d'être là, essayiste, président de l'Institut Sapiens, et écrit donc à quatre mains, cher Olivier. Vous partez au Sénat là, dans quelques minutes pour une audition importante. Je me disais en préparant l'émission, avant de démarrer sur votre livre, mais ça va faire écho, et si on confiait à l'IA la masse budgétaire et qu'on demandait à l'IA, qu'est-ce que tu nous ferais là en proposition budgétaire? Est-ce qu'il y a des gens qui s'y sont penchés? Est-ce que vous dites, après tout, vous le dites dans votre livre, hein, un jour on sera peut-être gouverné par l'IA. Si on mettait tout ça dans la grande gueule de l'IA pour voir? Oui, on a même écrit il y a un peu plus de 10 ans avec Laurent Alexandre un papier qui paraissait provoque, mais en fait on y croit toujours, on y croyait, on y croit toujours, c'est « Confions la justice à l'intelligence artificielle », en disant qu'on peut considérablement augmenter les processus judiciaires en faisant une partie d'automatisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juge à la fin, mais ça pourrait désengorger les tribunaux. Donc, et de la même façon, on s'est tous amusés, je pense, à aller demander à ChatGPT ou à notre IA générative qui est dans notre poche. Si vous n'en avez pas, c'est que vous faites partie maintenant de plus en plus de l'exception. On va y avoir 1 milliard d'utilisateurs de ChatGPT dans le monde, rien que pour ChatGPT. On va vers 1 milliard d'utilisateurs. Vous vous rendez compte, sur 8 milliards d'habitants. Donc, on lui a tous demandé, et les résultats sont pas mal du tout. Hein, quand vous lui demandez qu'est-ce que vous feriez, il a des résultats et des propositions qui sont assez rationnelles, assez efficaces, mais derrière, évidemment, on comprend bien que le jeu politique, lui, ne suit pas. Dans votre livre, vous dites globalement, c'est de l'intelligence qui est sortie de notre cerveau, qui est à côté de notre cerveau. Et vous, dès le début du livre, page 20, vous dites, je dis quelques phrases, ce monde-là meurt, et peu de gens l'ont compris, pas besoin d'une IA dotée de conscience pour dépasser les humains dans bien des domaines. Il suffit de réseaux de neurones artificiels bien entraînés, et l'irréversible s'est enclenché, l'intelligence sort du corps. Ça, c'est un peu l'intro du bouquin, vous dites, voilà, c'est un fait, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut partir de ce constat, c'est l'exponentielle incroyable de progrès technologique qui fait que d'ores et déjà, à l'heure où on parle, là, on est en octobre 2025, on a déjà des IA qui sont meilleurs que les médecins, qui sont 4 fois meilleurs que les médecins pour le diagnostic. Donc, y compris dans des emplois qui demandent théoriquement beaucoup d'intelligence et de beaucoup de formation, des emplois extrêmement compétents. C'est la grande nouveauté de notre époque, parce que jusque-là, la technologie, elle remplaçait surtout des boulots qui étaient évidemment pas très qualifiés, ou les boulots manuels. Alors du coup, les intellectuels, les gens qui étaient des métiers, vous savez, de la tête, comme on dit chez Goudard, les métiers de la tête, on regardait ça avec un peu de mépris. Oh oui, ils se font remplacer, bah tant pis. Eh bien, qu'ils mangent de la brioche, n'est-ce pas? Sauf que là, c'est les métiers de la tête. Alors que maintenant, ça y est, ces métiers de la tête, c'est des métiers pour lesquels il y a eu des formations pendant des années, on s'est formé. Pour la première fois, un truc qui était incroyablement rare, on pourrait dire l'intelligence, les capacités cognitives complexes. Maintenant, elle est faisable par les machines. Rédiger des textes, on l'a dit, des diagnostics, des projets de contrat, des emails, avoir des idées, même être créatif. Tout ça, c'est de plus en plus fait par les machines. C'est une nouveauté extraordinaire parce que c'est fait à un coût qui est incomparable. Gratuit. Je veux dire, presque gratuit. Votre gars en CDI, tout de suite, il va tout mouiller, vous coûter 6 000 € assez rapidement parce que ça double par rapport à son net dès qu'il est un peu formé. Hein, alors que là, on parle de 20 € par mois. La thèse, c'est pas une thèse pour dire super bravo l'IA, c'est une thèse d'analyse pour voir comment le monde bascule. J'essaie de penser les conséquences de ce qu'on vient de se dire. Voilà. Et elles sont vertigineuses. Une des conséquences, ça c'est un gros morceau de votre livre que je trouve très intéressant et qui risque de faire, qui risque de susciter quelques débats sur le plateau de télé, puisqu'on n'est pas dans un débat, là on est dans un débat face à face, mais l'université, vous dites, n'a pas attendu l'IA pour déjà piquer du nez et globalement se détruire. Vous dites avec l'IA, elle est définitivement perdue. Est-ce que c'est ça le raisonnement que vous portez? En un mot, elles avaient le monopole du savoir, avec l'IA, elles ne l'ont plus. Avec l'IA, elles vont devoir se réinventer, l'enseignement supérieur va devoir se réinventer totalement, ou être supplanté par autre chose. Oui, ça, j'en suis absolument certain. Alors le plus étonnant, c'est que ça fait quelques jours déjà que le livre est sorti, il y a quelques débats auxquels je participe. En réalité, ça fait assez peu. Le pire, le plus étonnant pour l'instant, Laurent Alexandre et moi, c'est on se dit que en fait, on a peu de gens qui sont pas d'accord avec nous. J'ai même eu des anciens ministres de l'enseignement supérieur qui disaient, évidemment je ne cite pas de nom, mais qui disaient, mais bien sûr, tu as totalement raison, évidemment, il faut que tout ça explose, ça doit être totalement réinventé. C'était déjà en décalage. L'université, elle avait déjà encaissé une massification totalement dingue, qu'elle avait encaissée parce qu'elle était contente, ça lui faisait des moyens, des profs, et finalement elle est assez contente, mais ça a été au prix d'une incroyable baisse du niveau, et d'un décalage de plus en plus grand avec des bac+5 qui légitimement sont amers,
parce qu'on leur expliquait qu'ils étaient au sommet de la pyramide hiérarchique du savoir, mais en réalité, ils n'arrivent absolument pas à trouver un emploi et quand ils le trouvent, ils sont évidemment en décalage par rapport à la compétence Il y a théorique. 2 sujets qui s'emboîtent les uns aux autres. Chapitre, page 151, où vous dites ce monde n'est pas pour les grosses feignasses, hein, c'est le Ouais. terme que vous utilisez. Je trouve que c'est passionnant parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, des DRH, ils ont des enfants qui font des études, qui en sortent. Et on a l'impression que grâce à l'IA, on n'aura plus besoin de travailler, que le monde va se faire sans nous, qu'on va être bien payé et que ça va être génial. Vous dites dans ce chapitre-là tout l'inverse. Vous dites que si on ne se prend pas en main pour être curieux, apprendre sans cesse, en fait, on est perdu. C'est l'erreur fatale à ne pas faire. D'ailleurs, ne faites pas d'études, ça ne veut pas dire ne travaillez pas, n'apprenez pas, c'est au contraire, ne faites pas d'études comme avant, c'est-à-dire 5 années un peu plus ou moins paresseuses, vous allez arriver à avoir juste vos partiels, vous aurez la ligne sur le CV qui va bien, et hop, vous fermez les livres pour toujours et vous allez bosser. Non, non seulement votre diplôme ne va plus rien vous ouvrir comme porte, il faut penser en compétences, mais surtout vous allez devoir apprendre toute votre vie, vos compétences vont devenir obsolètes très rapidement, il va falloir les renouveler, il va falloir vachement bosser. Et le paradoxe, c'est que vous allez devoir vachement bosser au moment où les technologies vous proposent plus que jamais de faire le boulot à votre place, c'est-à-dire de réfléchir à votre place. Et les études, comme l'étude du MIT maintenant qui est très connue, montrent l'effet complètement dévastateur de l'utilisation un peu paresseuse de l'IA qui va faire les choses à votre place. Vous vous souvenez pas ce que vous avez fait. Et puis vous avez ce qu'on appelle une forme de dette cognitive, c'est-à-dire que vous allez payer d'une façon ou d'une autre cet effort mental que vous n'avez pas fait. Parce qu'au bout d'un moment, évidemment, l'effort mental, il est là aussi. C'est comme un muscle, hein, le cerveau. Il faut l'exercer, il faut le développer, sinon ça s'atrophie. Mais j'ai l'impression qu'on va exactement à l'inverse de ce que vous prônez. On a aujourd'hui des jeunes dont vous dites que le QI a baissé, qui lisent de moins en moins. Et le QI moyen des étudiants a globalement baissé. Vertigineux. Donc on va exactement à l'inverse de ce que vous portez comme théorie ou comme volonté. En fait, le monde va probablement être de plus en plus inégalitaire et polarisé. C'est-à-dire que vous allez avoir les gens qui vont lâcher pied, effectivement, et se laisser aller au doom scrolling, au défilement de la mort. C'est l'ère de la flemme que j'avais décrit dans un autre livre, ou la tyrannie du divertissement. C'est-à-dire que vous allez laisser avoir dans un monde qui vous propose en permanence de vous divertir, de vous amuser, de vous filer des vidéos et des shorts jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis maintenant de travailler ou de faire semblant d'acquérir une compétence à votre place, mais en fait vous n'avez absolument rien acquis, vous pensez et vous n'êtes pas capable de valeur ajoutée face à la production de la machine. Ça veut dire qu'assez rapidement vous allez être court-circuité professionnellement. Et puis le happy few, c'est même pas une question d'argent, hein, mais qui va faire l'effort en fait. C'est ceux qui vont se donner les coups de pied au cul, pas être les grosses feignasses, et qui vont bosser plus que jamais, parce qu'il y a moyen, par exemple, ChatGPT, il y a un mode enseignement pour enseigner et apprendre, et un mode où ils ne vont pas vous donner la réponse, il va vous guider pour obtenir et arriver à la réponse. Et ça, pour nous, c'est le futur, et c'est l'une des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même dans cette histoire. La bonne nouvelle, c'est qu'on va tous avoir Aristote dans notre poche. C'est exactement ça le sujet. Ouais. On a une information rapide sur tous les sujets que l'on souhaite. Enfin, c'est une base de données, si on veut s'y intéresser. Et structurée, mais par quelqu'un d'autre, sans que vous ayez à la structurer vous-même. Alors qu'avant, le moteur de recherche, vous deviez le faire, la structuration. Parce qu'il fallait qu'on se tape les 22 pages. Se taper les 22 pages, il fallait regarder quand il y avait des contradictions entre les premiers sites. Tout ce qui était... Là, tout est fait, c'est structuré, c'est écrit dans une langue parfaite. Il peut d'ailleurs le retraduire dans toutes les langues que vous voulez. Et vous pouvez le mettre dans tous les formats. Vous voulez en faire un tweet, vous voulez en faire un scénario TikTok, un mail pour aller vers une entreprise, pour un prospect. C'est en quelques secondes. On l'a tous essayé. C'est extraordinairement bon. Il faut le dire, c'est très difficile. Vous êtes un étudiant jeune qui sort, même si vous avez d'ailleurs un peu bossé. C'est très dur d'avoir une valeur ajoutée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un truc qui monte. C'est ce qu'on appelle en anglais la job apocalypse. C'est le fait que c'est d'abord chez les plus jeunes que se suppriment des emplois parce que les plus jeunes ont vachement de mal à apporter de la valeur ajoutée face aux IA. Ils ne sont pas remplacés par l'IA, ils sont remplacés par des seniors qui utilisent l'IA. On le voit dans le codage, par exemple. Qui eux-mêmes se sont reformés en cours de route. Oui, qui eux se forment. C'est une sorte de revanche des seniors. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, les seniors se forment. Ouais. Un mot quand même, parce que, et même plusieurs, page 152, toujours ce chapitre sur les feignasses, j'ai adoré ce chapitre. Parce qu'en même temps, il y met aussi une teinte un peu politique. Vous dites, les étudiants d'avocats, les futurs avocats au Royaume-Uni, ont lancé une pétition pour que l'examen du barreau, je cite, soit plus facile car il serait trop discriminant. Et il rajoute, la pétition s'indigne aussi de l'anxiété et du stress extrême. Et vous terminez en disant, bah oui, effectivement, on n'a qu'à monter des nurseries. Enfin, et vous posez le problème de la notion d'égalité
dans une société où tout doit être égalitaire et en même temps l'IA vend un peu ça. On est tous à égalité quand on clique sur l'IA et qu'on va, on est tous à égalité. Et vous dites c'est pas vrai, on n'est pas tous à égalité. Il y a un effet ciseau terrible entre l'incroyable envie d'égalitarisme, la perte d'habitude qu'on a à s'opposer, y compris à des opinions alternatives, à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, et un monde qui a été de plus en plus tourné autour de l'entretien d'une sorte d'oreiller ou de pelochon autour des jeunes pour faire qu'il n'y ait aucune contrariété dans le monde, et puis le degré d'exigence du monde par ailleurs qui augmente. C'est-à-dire que C'est dur. vous avez élevé effectivement faire une sorte de grande nurserie absolument sidérante, et puis tout d'un coup, vous allez arriver dans un monde qui va être beaucoup plus dur et beaucoup plus cruel si justement vous n'avez pas réussi à comprendre que les exigences étaient différentes. Je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à la conclusion. Merci de le lire. Non, mais Merci de nous lire. c'est important, et c'est important que vous lisiez ce livre parce que c'est pas un livre vous donnez pas des leçons. Vous essayez d'ouvrir des pistes. Pour terminer notre échange qui est très riche, c'est le monde de demain, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être des réfugiés de l'IA qui n'auront plus accès à rien parce qu'ils se sont coupés eux-mêmes ou ils n'y ont pas eu accès. Et puis une élite, je pense à Chien 51, puisque c'est un film qui est aujourd'hui à l'affiche, avec des quartiers, avec une spatialisation à cause du numérique. C'est quoi le monde là vers lequel on va? Le monde, malheureusement, est de plus en plus polarisé. C'était le thème aussi d'un de mes livres qui s'appelait « Nouveau désordre numérique ». Et il n'y a rien qui arrête cette polarisation. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément une question d'argent. Le futur de l'éducation, c'est quoi? On sait que, historiquement, ce qui est le plus efficace, c'est d'avoir un professeur pour un élève. C'est le rapport maître-disciple. C'est ce que pouvait payer le roi de Macédoine à son fils Alexandre. C'était Aristote. Et il est devenu Alexandre le Grand. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas se payer Aristote, c'est-à-dire à peu près le meilleur professeur de l'histoire de l'humanité. Mais demain, comme je disais, on va tous pouvoir avoir Aristote. C'est-à-dire qu'on va avoir un enseignant qui va nous suivre, nous connaître exactement, connaître nos façons d'apprendre, connaître nos forces, nos faiblesses, ce qui nous manque de savoir. L'individualisation de la formation. Exactement, une individualisation extraordinaire. Ça, c'est la très très bonne nouvelle dans ce qui va être possible de plus en plus. Ça ne veut pas dire que les professeurs disparaissent, mais en fait, ils changent. Ils vont plutôt devenir, professeurs physiques, des coachs, des guides, des accompagnants qui vont aider à faire le pas de côté dans la relation que vous aurez avec la machine, évidemment, qui sera d'ailleurs aussi un robot humanoïde. Alors, ce qui est formidable, c'est que ce n'est même pas une question d'argent, parce que le coût marginal de l'intelligence est en train de tomber à zéro, en fait, de plus en plus. Évidemment, le professeur, il va y avoir des moments où vous allez vous voir avec des condisciples, vous allez faire des choses, travailler l'oralité, le savoir-être, le réseau, le soft skills. Et donc, la relation avec un accompagnant qui sera peut-être comparable peut-être au confesseur d'avant, peut-être on pourrait dire, mais sans cette visée religieuse, plutôt une aide morale, quasiment un peu plus psychologique que le simple transfert du savoir qui, lui, au quotidien, va se faire plus tôt dans cette relation avec la machine. Donc, c'est une transformation complète de l'enseignement supérieur d'abord, et puis à terme, en fait, même de l'éducation. Et donc, quelques manifestations dans les rues. Très probablement, parce que c'est très difficile, évidemment, on a une inertie incroyable. Je regarde aujourd'hui les professeurs à l'université, c'est en fonction du nombre d'heures de cours qu'ils ont des obligations, c'est leur service. C'est-à-dire qu'il faudrait changer même ce que c'est que l'obligation. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de gens qui sont d'accord, mais vous parlez avec les professeurs, évidemment... ils sont pas contre. Ils sont tous, on voit tous les problèmes. On a tous compris que pour le meilleur, les choses allaient changer. Ça ne veut pas dire que ça sera moins intéressant, ça sera, du point de vue éducatif, beaucoup plus intéressant, du point de vue du transfert de savoir, ça va être des métiers différents qui vont évoluer, mais pour ça, il va falloir remettre toutes les structures à plat. On n'a plus le temps, ne faites plus d'études. Il y avait quand même cette jeune fille qui a passé le bac à 9 ans, portée par une entreprise, et dont vous reprenez un peu le mantra. Oui. On doit accélérer le savoir et l'apprentissage. Vous êtes d'accord avec cette idée-là aussi, puisque ça concourt à l'idée qu'il développe cette entreprise en disant, mais il faut nettoyer tout ce qui est les scories pour aller à l'essentiel et avancer très vite. Et elle a eu le bac à 9 ans, je crois. Alors on dit attention, culture générale, lecture, histoire. Si vous pouvez, il y a des métiers qui vont être complémentaires, qui vont être à côté de l'IA, probablement les métiers du soin, du lien, les métiers du spectacle vivant, ils ne vont pas être remplacés. Et puis après, si vous voulez être complémentaire, ça veut dire qu'il va falloir être très très fort. Donc ça veut dire être très très polyvalent et avoir un savoir général. C'est vraiment les humanités qui sont importantes pour avoir une capacité après à vous spécialiser, mais le savoir va évoluer beaucoup, le savoir spécialisé. Donc voilà, il faut beaucoup de capacités transversales. Ne faites plus d'études, pas dans le sens d'arrêter vos études, vous l'aurez compris. C'est-à-dire, mettez-vous au travail, mais autrement. C'est ce que raconte ce livre de Laurent Alexandre et Olivier Babot, qui étaient avec nous, et je leur remercie. Apprendre autrement à l'ère de l'IA générative, Bûcher-Chastel. Merci, cher Olivier, et bonne audition au Sénat. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page et on s'intéresse à notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité.